1986, Hitcher, ça me fait très plaisir d'être devant vous pour vous parler de cette petite pépite, de cette péloche chère à mon cœur. On parle d'Eric Red, Robert Harmon, Rutger Hauer. C'est tout de suite. Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle de The Hitcher, un film de 86 qui est pour moi comme une petite Madeleine de Proust. Ça me ramène à l'époque des VHS, des vidéoclubs, ces endroits un petit peu obscurs dans lesquels mon père nous emmenait, mon frangin et moi. On allait choisir des films le vendredi soir et puis on avait tout le week-end pour les apprendre par cœur. On les regardait le vendredi, parfois un, parfois deux films qu'on avait loués. Le samedi matin, le samedi après-midi, des fois le dimanche matin, dimanche après-midi, fallait les apprendre véritablement par cœur, on savait pas quand on aurait la chance de les voir à nouveau. Et tout ça, c'était bien avant l'apparition du cinéma à la maison. Ouais, je parle un peu comme un vieil imbécile, mais franchement, c'était une autre époque, et on se régalait de ces films sans savoir, parfois, sur quoi on allait tomber. On allait louer des trucs un peu sur la foi d'une jaquette, et c'est ce qui s'était passé pour ce Hitcher. On s'attendait un petit peu à un actionneur, Rutger Hauer, avec un fusil à pompe dans les mains. On s'est dit, tiens, ça a l'air pas mal, et inutile de dire qu'on s'est pris encore une fois une grande claque. On est en 86, et ce film, vous le connaissez sans doute, j'espère qu'il vous a fait une aussi forte impression que moi, franchement, il m'a marqué au fer rouge, et on en parle à l'occasion de la sortie d'un très beau Blu-ray 4K chez Seasonist, d'ailleurs je l'ai là. Alors je rentrerai pas dans des discussions de spécialistes, je vous parlerai pas de réduction de bruit, de gain, de tout ça, mais franchement, c'est une image magnifique. Je me dis souvent que si on avait la chance d'avoir des grands réalisateurs, si John Ford venait aujourd'hui s'asseoir à côté de moi pour regarder la prisonnière du désert en 4K, je pense qu'il en tomberait sur le cul. Franchement, c'est vraiment incroyable d'avoir d'aussi bonnes conditions de visionnage à la maison. Quand je pense que ce film, je l'avais justement découvert en VHS, j'imagine que c'était pas scanné avec du grain là pour le coup, mais du grain non voulu. Et c'est vraiment un bonheur que de pouvoir se poser et regarder, redécouvrir ces films-là dans des conditions pareilles. Alors ce 4K, il est juste incroyable, magnifique, avec un très bon livre de Olivier Père à l'intérieur, une étude du film. J'ai pas appris grand-chose, mais c'est très sympa ce qu'il dit. Après, je trouve que c'est quand même une écriture un petit peu universitaire. Vous savez, ce genre de film, 86, ça a eu le temps d'en faire un film culte, en France notamment, pour le coup, mais un peu partout dans le monde, j'imagine. Et c'est ce genre de film qu'on finit forcément par suranalyser un petit peu. Ceci dit, de l'analyse, il faut en faire de ce film, parce que c'est un projet maîtrisé de bout en bout par son réalisateur Robert Harmon, par son scénariste Eric Red. C'est vraiment un projet qu'on sent tourné vers le spectateur pour vous donner du frisson, pour vous donner des émotions. Alors, The Hitcher, c'est quoi ? Hitcher, c'est ce qu'on appelle les high concept movies. C'est des films avec un concept particulièrement puissant. On en a encore parlé dernièrement avec Shyamalan, avec Trap. Ce sont des films qui s'appuient sur un concept fort. Il y en avait beaucoup dans les années 70, il y en a toujours eu dans les années 80, 2000. Le concept est là, voilà, on arrive avec un concept de dingue, et après il faut faire tenir la pellicule dessus. C'est marrant parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'on revient vraiment à cette formule du film qui frappe fort. On va reparler très prochainement de Late Night with the Devil, qui a un concept très fort aussi. J'ai vu ce matin la bande-annonce de la prochaine production Netflix, produite par Sam Raimi, qui s'appelle Don't Move, où pareil, une fille se fait piquer, elle a 20 minutes pour échapper à son ravisseur avant vraiment de finir paralysée, donc elle va se paralyser au fur et à mesure du récit. Donc c'est des gros concepts qu'il faut tenir. Là, le concept, c'est quoi ? Tout simplement un jeune homme qui est chargé de convoyer une voiture sur des étendues désertiques. Jim Halsey, interprété par C. Thomas Howell, a tendance à s'endormir un peu, c'est chiant de faire la route toute seule. On sent un jeune homme vraiment encore chez sa mère, puisqu'il y fait allusion dès la première phrase du film. Ma mère m'a dit de ne jamais prendre des autostoppeurs. Voilà, ça commence comme ça. Et il va faire l'erreur justement de prendre un autostoppeur, John Ryder, magnifiquement campé par Rutger Hauer. Et bien entendu, l'autostoppeur en question, on est quand même dans un film qui lorgne avec le récit horrifique, va se révéler être un dangereux serial killer, un espèce de fou dangereux, l'incarnation du mal, ni plus ni moins. Et Jim Halsey, par un espèce de miracle, va réussir à s'en débarrasser, à l'éjecter de sa voiture. Ouh, il est content, il s'en est sorti, sauf qu'en réalité, il va s'engager un dangereux jeu du chat et de la souris sur les autoroutes. Cette histoire, ça aurait pu être prétexte à un grand n'importe quoi. On aurait pu être très inspiré, et je pense qu'on l'a été par le duel de Spielberg, par Le Voyage de la peur d'Ida Lupino, mais là, Eric Red, le scénariste, va en faire tout autre chose. C'est un film que je trouve tout bonnement passionnant, dans la forme comme dans le fond. Heading west on the long, lonely highway, only his dreams for company, until... My mother told me never to do this. Before many miles, he'll wish he'd taken his mom's advice.
When Jim Halsey let the hitcher into his car, he opened the doors of hell. Alors on éliminera tout de suite en début de récit la musique, parce qu'on en parle rarement de la musique de ce film. Mark Isham qui a fait tout un tas de petits projets, de grands projets, qui a eu sa petite patte à un moment. Et dans ce film, il fait appel à beaucoup de nappes synthétiques qui habillent complètement l'image. C'est excellent, j'aime beaucoup cette espèce de musique à la Brad Fiedel, un petit peu, vous savez, le compositeur qui avait travaillé pour Terminator, par exemple. J'aime bien cette musique un peu synthétique. À certains moments, on a vraiment un côté très 80s, dans la bande originale, mais le plus souvent on a une espèce de musique vraiment qui vient napper l'image. Je trouve ça génial et je trouve que cette musique est absolument parfaite pour The Hitcher. Voilà, au niveau de l'image et à la mise en scène, Robert Harmon. Alors Robert Harmon, vous allez entendre beaucoup de choses sur lui, notamment que c'est le metteur en scène d'un seul film, et forcément j'aurais du mal à le défendre parce que c'est un peu le cas. Robert Harmon, on va parler avec The Hitcher, de son chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, vous savez comment j'emploie le mot sur cette chaîne, une œuvre, le pinacle de cette œuvre, ce chef-d'œuvre, Hitcher, forcément, vu ce qu'il a fait après, vu ce qu'il a fait avant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un metteur en scène qu'on peut, au pire, qualifier de malheureux, parce qu'il n'aura pas fait les bons choix, mais il a essayé à un moment de réinventer un petit peu sa carrière. En 2002, par exemple, avec V, qui était une bonne petite péloche, mais un petit peu, genre épisode de la 4e dimension, étiré sur 1h30. Moi, j'aime bien ce film, je sais qu'il s'est fait briser, je le trouve plutôt pas mal. Il a remis la sauce avec Highwaymen en 2004, avec Rona Mitra, qui était plutôt pas mal, plutôt fréquentable, une petite péloche que vous allez trouver dans tous les book-off pour 1€, je vous la conseille fortement. En tout cas, il filme l'asphalte comme personne. En 93, c'est lui qui a réalisé le Cavale sans issue avec Van Damme. Alors tout le monde va vous dire que c'est un Van Damme moyen, voire pas bon, qui a été mal reçu par le public. Ben, évidemment, Van Damme qui sort de Bloodsport, qui sort de tout ça, on a envie de le voir faire le grand écart. C'est pas du tout l'ambiance dans ce film, mais je trouve pour moi que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Van Damme, Cavale sans issue, je l'adore. Rosanna Arquette est parfaite, le petit Culkin est très bien, il y a vraiment, c'est drôle, et en même temps, il y a ce genre de film que j'adore, moi, avec l'étranger solitaire, au passé sombre, qui arrive pour sauver littéralement la veuve et l'orphelin, avec un Van Damme très touchant, au top de son acting. Vraiment, je trouve que c'est une très très bonne péloche, et encore une fois, dès l'ouverture, la route, Robert Harmon, il aime ça, la route, il aime ça, l'asphalte, mais bon, dans tous les cas, il n'aura jamais été aussi bon que dans The Hitcher. A noter aussi que Robert Harmon, il avait passé une partie de son temps à réaliser son premier court-métrage, China Lake. Le métrage est vraiment bien, il a été longtemps invisible. Aujourd'hui, on peut peut-être le trouver sur le web. Moi, j'ai eu la surprise de voir qu'il était disponible sur ma vieille copie que j'avais en DVD anglais de The Hitcher. Et du coup, je l'ai gardé, je me suis fait un petit custom, j'ai gardé ce disque de bonus. C'est vraiment un espèce de brouillon, en fait, de ce que va être Hitcher plus tard. China Lake, c'est cette espèce de motard, de flic qui prend des vacances une fois tous les ans, et en fait, pendant ses vacances, il va aller traquer des gens, il va aller jouer au serial killer, et puis après, il va reprendre sa petite vie normale. Encore une fois, l'asphalte, encore une fois, les routes, encore une fois, les serial killers. C'est un peu la recette de Robert Harmon. Mais bon, niveau mise en scène, vous l'aurez compris, il aura rarement fait aussi bon que The Hitcher. Et là, on s'appuie sur un scénario solide de Eric Red, on va revenir sur le bonhomme, mais pour le coup, cette mise en scène, elle est vraiment brillante. On a d'un côté la mise en scène purement formelle, et puis en même temps les messages qu'on veut faire passer. Dès le début, on se dit qu'on plonge dedans parce que cette mise en scène nous happe. Vraiment, on a une espèce d'aura de dangerosité avec le personnage de Rutger Hauer. Dès qu'il monte dans la voiture, on sait que c'est pas un personnage fréquentable, il fait même pas semblant d'être sympa. Je veux dire, Jim Halsey doit regretter immédiatement d'avoir pris ce mec louche dans sa voiture. Vraiment, ça, c'est très bien montré. On sait tout de suite qu'on va avoir affaire à un récit de passage à l'âge adulte, un espèce de récit initiatique avec ce personnage de jeune qui vit encore chez sa mère et puis qui va devoir man-up un grand coup. D'ailleurs, il est un petit peu aussi frais que sa voiture qui va s'abîmer autant que sa psyché au fur et à mesure du récit, parce que la voiture au début elle est toute neuve, c'est une voiture qu'on convoie tranquille d'un point à un autre, et puis finalement elle va être abîmée, elle va être tamponnée, elle va prendre feu, donc elle va être complètement détruite, à l'instar du personnage, de la personnalité d'enfant de Jim Halsey qui va vraiment se fracturer dans tous les sens, parce que c'est un film un peu trouble sur le passage de relais, la transmission du mal, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Le personnage de Rutger Hauer est complètement vénéneux, il est pervers, et à partir du moment où Jim a réussi à l'empêcher de le tuer, ben, il voit en lui quelqu'un à qui il peut transmettre cette idée du mal. Enfin, c'est mon interprétation, hein, mais il y a vraiment cette thématique-là. D'ailleurs, Rutger Hauer le dit à plusieurs moments, je veux que tu m'en empêches, je veux que tu m'arrêtes. What do you want? I want you to stop me. Once you've met the Hitcher, you'll
never pick up another. My wallet's in my pocket. Shut up! We know how to do it. Jesus! Why are you doing this to me? You're a smart kid. I'll figure it out. Peut-être même que la fin du récit, j'espère que vous avez vu ce film, hein, parce que ça spoil quand même pas mal dans cette émission, je trouve que la fin du récit est à ce niveau-là extrêmement éloquente, avec ce personnage de Jim qui a réussi à se débarrasser du personnage de Rutger Hauer en l'abattant de sang-froid complètement en arrivant à bout de shotgun. C'est un petit peu particulier comme film, c'est très pervers, très vénéneux, je vous l'ai dit, mais donc complètement jouissif. Alors bien sûr, au niveau de la mise en scène, elle est remarquable, on use et on abuse des ralentis, il y a des moments magnifiques, la station-service qui va exploser, et puis ce gros plan sur les pieds de Jim qui court au ralenti, c'est incroyable, et puis c'est un film qui semble ne respecter aucun des canons hollywoodiens de l'époque. Je veux dire, on est en pleine lumière. Généralement, quand on veut faire un film angoissant avec un tueur, on fait plutôt un truc genre Halloween, ça se passe de nuit, ça se passe dans l'ombre, ça se passe dans des recoins sombres, on sait pas ce qui s'y tapit. Ben là, pour le coup, c'est complètement le contraire, c'est en pleine lumière, c'est baigné du début à la fin, quasiment en pleine lumière, à part quelques séquences dans des stations-service, des drive-in, mais le plus souvent, c'est en pleine lumière, à tel point baigné de lumière qu'on en joue. Vous voyez la scène, par exemple, où Jim est arrêté par des flics, il est à l'arrière de la voiture de police, vous avez derrière lui le pare-brise qui est tellement baigné de lumière qu'on voit pas du tout ce qui approche, donc forcément, quand John Ryder, le personnage campé par Rutger Hauer, arrive dans l'écran, il surprend les spectateurs. On vient vraiment les surprendre de façon viscérale. D'un coup, il apparaît comme ça, comme par magie. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent comme par magie dans ce film, tellement Rutger Hauer semble être l'incarnation d'un démon. Il semble indestructible, il apparaît un peu où il veut, il a toujours un temps d'avance. C'est quand même nimbé de pas mal d'une aura très fantastique, ce film. Alors bien sûr, on a un scénar blindé d'idées. On pense à cette scène où Rutger Hauer, par exemple, vient coller des pièces tel qu'Aaron, le passeur, vous savez, dans la mythologie, il vient coller des pièces sur les yeux de Jim, comme pour le faire passer d'un état à un autre. Il y a beaucoup d'idées visuelles comme ça, mais il y a surtout plein d'idées dans le script qu'on doit à Eric Red. Alors, Eric Red, c'est qui ? C'est un scénariste, écrivain de talent. Moi, j'adore Eric Red, et il est encore très actif aujourd'hui. Alors, il fait plus du roman aujourd'hui, mais on attribue souvent la réussite de Hitcher à juste titre, je pense aussi à son travail. C'est vraiment la rencontre, coordination, alignement parfait des étoiles, un metteur en scène qui veut faire sa place, un scénariste qui débarque, ils ont tous les deux donné le meilleur. Eric Red, il arrive avec ce script, The Hitcher, qu'il a composé lui-même comme un gros récit bien sanguignolant, bien horrifique, blindé de séquences gore, sauf qu'il va lui-même tailler dans le gras pour n'en garder que les meilleures pièces. Il va vraiment resserrer son récit, grand bien lui en a pris, parce que vraiment c'est très très efficace, The Hitcher, et pour le coup il enlève des séquences de décapitation, des séquences de meurtre d'une famille, beaucoup de la violence de The Hitcher est suggérée, elle n'est pas forcément montrée à l'écran, même si le film est très éprouvant, mais bon, la plupart des gens, peut-être par snobisme, parlent beaucoup de la réussite de The Hitcher. Pour Eric Red, il faut dire qu'Eric Red, il a eu une carrière quand même assez sympa. Il a beaucoup bossé avec Catherine Bigelow. Il a écrit le scénario, il a beaucoup bossé. Il a fait 2 films, je crois, avec elle, mais il a quand même écrit le scénario de Near Dark, Aux frontières de l'aube, qui est une variation, une des meilleures variations que j'ai pu voir sur le thème des vampires. On reprenait quasiment tout le casting du Aliens, de James Cameron. C'est lui qui a écrit aussi le scénario de Blue Steel, toujours de Catherine Bigelow, avec Jamie Lee Curtis. Le film est super malin, c'est un thriller psychologique vraiment puissant. Il a fait de la réalisation aussi, un Cohen and Tate, avec Roy Scheider, très très fréquentable. On en reparlera peut-être sur cette chaîne. C'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense pouvoir vous assurer que ça a pas pris une ride. Il a réalisé des petites péloches que j'aime bien. Bad Moon, dont on a parlé sur cette chaîne, dans les films de loup-garou, qui est assez efficace. Si on enlève une petite séquence de transformation un peu gênante à la fin, le film est très très bien. 100 Feet avec Famke Janssen, qui est un très bon film aussi, alors encore une fois basé sur un concept extrêmement fort. Et puis Body Parts avec Jeff Fahey. Bref, c'est un metteur en scène attachant, des petites péloches, il y a toujours quelque chose à sauver dans son cinéma, et dans ses scénarios, et puis surtout dans son écriture, parce que moi j'ai lu pour le coup tous ses romans, et il continue à en écrire, et alors là, les concepts dans ses romans, il y en a plein. Il y a un de ses romans qui s'appelle White Knuckles, qui parle d'un mec qui sillonne les autoroutes au volant de son camion pour tuer des gens. Ça vous rappelle quelque chose? Il a fait aussi des romans thrillers domestiques avec une prof qui est une tueuse en série, mais moi je me souviens surtout de lui pour Wolves of Santa Sangre, Wolves of El Diablo, sa suite, une sorte de variation lycanthrope autour des 7 mercenaires avec une équipe qui va être embauchée pour libérer un village du joug de vilains loups-garous qui les agressent. C'est une tuerie, littéralement. Je me dis, mais comment on n'a pas encore vu ça au cinéma? Pourquoi personne n'a adapté cette histoire? C'est génial, extrêmement violent, très graphique, juste sur la base d'un roman.
vraiment, vraiment très violent. Et je rêverais de voir ça au Cinoche avec un petit peu de moyens, franchement, ça le ferait bien. Donc la réussite incroyable de Hitcher est due principalement à ces deux personnes, Eric Red, Robert Harmon, mais faut pas oublier les acteurs magnifiquement dirigés, C. Thomas Howell. Alors lui, il a une carrière en dents de scie qui part un peu partout. Il a commencé par jouer dans E.T., jouer le rôle de Tyler. Il faisait partie du Brat Pack, ces garçons qui ont été révélés par Francis Ford Coppola, notamment dans Outsiders. On parle pas que de C. Thomas Howell, on parle de Tom Cruise, Matt Dillon, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Ralph Macchio, bref, du beau monde. Alors C. Thomas Howell, il aura un petit début de carrière intéressant, mais ses films marcheront pas trop. L'Aube Rouge en 84, qu'on doit à John Milius, donc un bon film aussi, mais finalement, lui, sa carrière, elle va lentement s'effriter. Et puis, aujourd'hui, il a un nombre de crédits absolument incroyable, mais puisqu'il a participé à des productions Asylum, à des petits trucs. Alors, de temps en temps, on le voit dans un coin, pour un film plutôt fréquentable, mais la plupart du temps, on est dans le bis, voire Z. Voilà, il cachetonne un petit peu, à la manière d'un Eric Roberts, donc on reparlera sur cette chaîne. Bref, pas une grande carrière, contrairement à Jennifer Jason Leigh, qui partage l'affiche avec lui. Alors, dans le rôle de Nash, elle est très touchante, elle n'a pas beaucoup de minutes à l'écran, mais elle est vraiment là. Le film est très cruel, hein, quand je vous ai dit qu'on respecte aucun des canons hollywoodiens parce qu'on baigne le film en pleine lumière, on respecte aucun des canons hollywoodiens de par le déroulement même de l'histoire parce qu'on sacrifie ce personnage sur la dernière bobine d'une manière extrêmement violente. On peut s'attendre aujourd'hui à ce que ce genre de personnage soit sauvé. Là, pas du tout, c'est extrêmement violent, mais elle apparaît, Jennifer Jason Leigh, et pour le coup, elle a eu une très belle carrière. Beaucoup de bons films, même jusqu'à dernièrement, elle est jouée avec Tarantino dans Hateful Eight, donc elle a vraiment une belle carrière. Si vous regardez un peu ses nombreux crédits, vous verrez qu'elle a joué la jeune femme, toute jolie, dans des petites péloches super sympas, et puis où elle affirme son caractère dans d'autres films. Elle a toujours eu des choix de carrière assez troubles. J'aime beaucoup cette actrice, qui trouve là un rôle parfait, tout comme Rutger Hauer dans le rôle du Terminator, inarrêtable, instoppable. Alors à l'époque, bien sûr, Rutger, il essaye de se creuser son sillon, de se faire une carrière hollywoodienne. Il arrive en se disant, bon, moi, fort de ma carrière hollandaise, il a beaucoup bossé avec Verhoeven, ils s'entendaient très bien, ils s'entendront plus du tout par la suite. Franchement, Rutger, il est mort en 2019, assez récemment, et ils ne se sont plus parlé, je crois, ils n'arrivaient plus à s'entendre à la suite du tournage de La Chair et le Sang, déjà avec Jennifer Jason Leigh en 85. Excellent film, de toute façon, Rutger, c'est un excellent acteur, qui n'a pas eu forcément, j'y mets un peu les formes, mais une carrière à la hauteur de son talent. Il a essayé, hein, en Hollande ça marchait bien pour lui, il a essayé d'arriver à Hollywood, mais ses films n'ont rencontré qu'un succès mitigé, il aurait pu prétendre à plus. Les Faucons de la Nuit en 81, un Stallone qui essaye de changer un peu de registre, ça marche pas, et pourtant le film est excellent, on est sur un polar noir de haute volée, je trouve ce film incroyable, et j'adore Rutger Hauer dedans. Bien sûr Blade Runner en 82, mais les gens ont tendance à oublier que Blade Runner ça n'a pas été un succès, hein. Blade Runner ça a été un four, enfin four j'exagère peut-être un peu, mais The Thing, Blade Runner, c'est des films qui ont marché sur le tard, qui sont devenus cultes, mais pas immédiatement. Donc bien sûr que Rutger Hauer il est magnifique dans le rôle du répliquant, mais c'est pas ça qui va faire sa carrière. Osterman Weekend en 83, le dernier film de Peckinpah, et puis en 85, donc La Chair et le Sang, qui est juste l'un des plus beaux films que j'ai vu sur le Moyen-Âge. On y ressent vraiment la puanteur, vraiment la violence de cette époque qui soigne de la pellicule, c'est juste une œuvre d'art ce film. Tout comme le Lady Hawk de Richard Donner, la même année en 85 aussi. Alors là, Rutger, il y a un rôle un peu plus romantique avec Michel Pfeiffer, c'est un très grand film. Et là, vraiment, avec tous les titres que je viens de citer, vous comprendrez qu'il a eu une carrière méritante. Seulement voilà, il n'arrivera jamais vraiment à faire son tour aux États-Unis. Il vivotera après de petits films d'action sans grande envergure. Vengeance aveugle, j'aimais bien quand j'étais gamin, je l'ai revu dernièrement, c'est vraiment difficile à supporter. Il joue un samouraï aveugle dedans, c'est vraiment pas très bon. Split Second, je l'aime bien, mais on est sur une petite série B avec une espèce de créature extraterrestre qui vient tuer des gens dans une néopolis fantasmée. Honnêtement, c'est moyen, mais moi j'y reste attaché parce que je l'ai découvert encore en VHS et que je trouve ça charmant, mais c'est pas un grand film. Surviving the Game, une espèce de variation autour des chasses du comte Zaroff que j'avais trouvé vraiment bien aussi, que j'ai toujours en DVD et que je trouve super sympa. Mais ce ne sont pas des grands films. Voilà, sa carrière, elle a fait ça, à la légende du Saint-Buveur de Olmy, où il a essayé de réinventer un peu son personnage, de toucher un peu au cinéma d'auteur, et malgré des récompenses qui avaient plu à l'époque, voilà, il aura quand même une fin de carrière en demi-teinte. Et c'est pas Hitcher qui l'aura aidé, hein, parce que le film ne ramasse rien à sa sortie. Comme souvent, le film est un flop, je crois qu'il a coûté 5 ou 6 millions de dollars à l'époque, on est déjà sur un petit budget, et ça peinera à rembourser cette somme au box-office américain. En France, quand même,
Notons qu'en France, il est beaucoup mieux reçu. Le film se tape la couverture de Starfix. Il est défendu par Christophe Gans, toujours au premier plan des découvertes. Christophe Gans qui le défend à l'époque. Il y a de quoi le défendre. Le film est très bien reçu en France. Je crois qu'il va chercher quelque chose comme plus de 700 000 entrées. Donc pour l'époque, c'est vraiment bon. Et puis il arrive au moment où je vous l'ai dit en intro de cette émission. La VHS explose. Les vidéoclubs sont partout. Donc c'est un film qui aura une très très belle carrière. Ce film aura accouché d'ailleurs d'une suite. Une suite qu'on doit à Louis Morneau, Hitcher 2, qui était vraiment peu intéressante. Et pourtant, Louis Morneau, j'aime bien. Il réalise des petites péloches que je trouve vraiment intéressantes. C'est toujours sympa. Mais réaliser une suite à The Hitcher, avec toujours c'est Thomas Howell qui revenait, ça me paraissait pas très intéressant. À juger sur pièce, c'est pas très intéressant. Franchement, j'ai regardé dernièrement, je m'en suis débarrassé. C'est-à-dire que je l'avais très peu aimé et que je l'ai pas gardé dans ma collecte. Mais pour le fun, j'aimerais bien le revoir. J'essaierai peut-être de trouver à 1 €, un de ces 4, pour pouvoir le revoir. Je pense que je serais déçu. Après, en sachant que c'est pas un grand film, que c'est même pas un bon film, peut-être que j'en tirerai quelque chose, j'en sais rien. Bref, voilà, on a décortiqué ce film The Hitcher, que j'adore personnellement, qui fait partie de mes films préférés. Je l'ai encore revu dernièrement, c'est une merveille. Jetez-vous sur ce Blu-ray, jetez-vous sur ce 4K qui est vraiment beau, qui met en valeur les plans d'Harmon, qui met en lumière ce film, qui mérite vraiment, vraiment d'être redécouvert, parce qu'avec le temps, nous on connaît, c'est un film culte, mais finalement, ce sont ces éditeurs comme Sidonis qui font le boulot aujourd'hui pour nous ramener ces films, pour faire en sorte qu'on ne les oublie pas, tout simplement, pour les faire découvrir aussi à un nouveau public. Donc parlez-en autour de vous, faites-le découvrir ce film. Je vous garantis une chose, c'est que ça fonctionne toujours. Si vous êtes amateur de cinéma, il y a toujours cette espèce de tension viscérale là, que vous êtes accroché pour le personnage principal. On se souvient de la scène des frites et tout ça, mais il y a quand même énormément de choses dans ce métrage de méritantes. Et puis je le répète, c'est une copie absolument magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage, comme toujours, un petit commentaire. Dites-moi si vous, ce film, vous le vénérez autant que moi. Laissez-moi un petit pouce aussi, ça fait super plaisir à chaque fois. Je fais ces émissions pour une petite cinquantaine, une petite centaine d'entre vous, généralement, qui revenez sur toutes les émissions, et ça me fait très plaisir. Et c'est là que je vous laisse, sauf information contraire ou nouveauté ou quelque chose qui sorte. On parlera sur cette chaîne la prochaine fois de Late Night with the Devil. Est-ce qu'il faut l'acheter ce Blu-ray? Est-ce qu'il faut l'acheter ce film qui a fait le tour de tous les festivals et dont tout le monde parle? Je vous donnerai un petit peu mon petit ressenti. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, éclatez-vous, profitez de tout sans limitation aucune, et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao! Hi, kid. I don't want to die! Yeah! The terror starts the moment you stop for the Hitcher. What do you want? I want you to stop me.